Madame, Monsieur, merci d'être nombreux en train de suivre ce numéro de votre magazine kiosque de ce lundi 30 mars 2026. Bon début de semaine à vous tous qui aimez suivre ce magazine. Alors ce matin, nous avons trois invités, Joseph Kongolo, Efas Freddy Chioyo et Jean-Marie Kamenga. Avec eux, nous allons analyser, débattre, commenter sur les sujets qui dominent l'actualité ce matin en République démocratique du Congo, pourquoi pas en dehors de nos frontières. Nous allons revenir sur la clôture de la 13e session de la conférence de gouverneurs avec les discours du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui a évoqué le partenariat avec les Américains. Les Américains vont nous aider à construire une armée pour protéger notre pays. Ils viendront avec leur argent, ils vont investir au Congo, ils construiront les routes, les entreprises, leurs œuvres seront visibles et nos enfants vont se retrouver. Ce sont les propos du chef de l'État qui était en lingala, qu'on a traduit du lingala en français. Ces propos lors du discours de clôture de la 13e session de la conférence de gouverneurs, commenté de partout. Nous allons analyser ce discours du chef de l'État ici, et il ne s'est pas arrêté là. Il dit « Ceux qui nous croyons être les dirigeants du Congo étaient en réalité des étrangers au service d'autres étrangers pour tuer les Congolais. Leur maître est rwandais, Paul Kagame, qui s'agite et devient bavard comme un fou. » C'est le chef de l'État. Nous allons également commenter ce discours, ces propos-là. Et dans une interview ce matin, l'ancien président Joseph Kabila sur New York Times qualifie des institutions gouvernementales de Tshisekedi d'illégales. Essayer de lier la rébellion à Kabila relève tout simplement de la stupidité, a dit Joseph Kabila sur New York Times. Nous allons parler avec nos invités et le débat sur les changements ou la révision de la Constitution. En tout cas, lors de la conférence de gouverneurs, tous les gouverneurs presque se sont levés pour les changements et la révision de la Constitution, mais l'opposant Moïse Katumbi s'élève encore comme en 2015, là où parlait de troisième penalty, pour dire non à la révision, changement de la Constitution. Pour lui, le dialogue inclusif est la seule solution pour la paix et la fin de la crise sécuritaire en République démocratique du Congo. Nous allons en parler si le temps nous permet. Nous parlerons également de forces armées de la République démocratique du Congo qui ont lancé dimanche la traque des FDLR encore présents sur le territoire congolais. C'était à Kisangani. C'est le général Ishalungaza Jacques, commandant adjoint de l'état-major, qui a présidé la cérémonie au camp général Baouma. Nous allons évoquer ces questions des traques des FDLR avec nos invités. Merci de nous rester fidèles. Joseph Kongolo, bonjour. Bonjour madame, bonjour aux débatteurs. Je vois mon ami Kamenga, je vois aussi Chioyo, que j'ai toujours entendu, jamais partagé de plateau. Je suis content d'être avec lui sur le même plateau, avec espoir que ce sera un débat qui va faire grandir tous ceux qui ont choisi de nous suivre ce matin. Mais un petit biscuit, c'est que j'ai été surpris de voir une entreprise, un établissement public comme l'INPP, qui amène 20 véhicules pimpin neufs, 60 000 $ par pièce, pour donner au directeur de cette entreprise. C'est une folie. C'est vraiment une folie. Ces véhicules ont fait un peu beaucoup de buzz ici à Kinshasa. Quand je vois un établissement public comme l'INPP, qui n'a presque pas de budget parce qu'il vit généralement de subsides venant du Japon et de la coopération, acheter plus de 20 véhicules, 60 000 $ la pièce, pour donner au directeur de cette entreprise. Est-ce qu'ils ont évalué le coût des entretiens, des carburants? Et je voudrais vous rappeler, madame, que si vous amenez un tel véhicule à CFAO pour l'entretien, ce n'est pas moins de 2 000 $. Ce n'est pas moins de 2 000 $ après près de 1000 km ou 1200 km. Alors quand je vois des établissements publics faire des dépenses luxueuses comme ce que j'ai vu à la télé, je me dis franchement que ce pays n'est pas... À un certain moment, je ne sais pas quel est le service qui accrédite toutes ces dépenses.
Quel est le service qui apprécie ce genre de projet pour les établissements publics? Je me demande s'il y a une autorité attitrée pour autoriser ce genre de dépenses pratiquement pour les établissements publics qui sont presque en faillite ou qui vivent des subsides des autres. 60 000 $ la pièce et vous donnez au directeur de l'INPP. 60 000 $ la pièce. Oui, la pièce c'est 60 000. Je connais le véhicule. Je connais le véhicule. C'est la dernière marque Toyota. Fortuner. Alors, je n'ai pas compris personnellement. Je ne comprends plus rien. Qui peut accepter de donner son argent à un établissement public pour qu'on achète des véhicules aux travailleurs? C'est qui? Donc je comprends tout simplement qu'il y a des choses qui ne marchent pas dans ce pays, simplement parce que la charpente institutionnelle n'est pas bien établie, ou bien ce sont les responsabilités de certaines institutions ne sont pas bien établies, ou tout simplement si ces institutions existent, donc elles sont corrompues jusqu'à la moelle épinière. C'est pas correct de voir l'INPP acheter des véhicules, 20 véhicules à 60 000 $ la pièce pour donner au directeur. Non. Moi je me dis, dans une gestion coordonnée, on ne peut pas permettre pour un établissement public d'acheter ces véhicules. Il n'y a plus mieux à faire. Madame, depuis Tibouyi, je crois que c'est Tibouyi qui était là, il n'y a que à peu près une dizaine de provinces dans lesquelles sont représentées l'INPP. C'est-à-dire que la mission de l'INPP, c'est d'aller dans toutes les provinces, même les provinces issues du démembrement. Alors, quand vous commencez à vous donner le luxe de payer plus d'1 million, 2 millions de dollars, 3 millions, 5 millions de dollars pour acheter simplement les véhicules, là, je me dis franchement que, quelque part, il n'y a pas de vision. Il n'y a pas de vision et que demain, on nous dira qu'ils n'ont plus de salaire à cause de remboursement de toutes ces dettes. C'est pas correct. Congolo. Jean-Marie Kamenga, bonjour. Bonjour, madame, pour l'invitation. Merci à Joseph pour partager encore le même plateau. Pour ma première fois aussi de partager le plateau avec M. Tibouyi, que j'entends souvent. Petit Yo-Yo a chanté de vous rencontrer. Moi, je voulais parler un peu de la situation du pays, puisque nous suivons un peu ce débat concernant la Constitution, la révision, et nous voyons comment est-ce que les gens s'agitent. Et je suis arrivé à une conclusion que depuis que Mobutu a laissé le pouvoir, nous sommes dans la continuité du moboutisme. C'est la même pratique, ce sont les mêmes individus qui ont travaillé avec Mobutu, qui ont tenté, peut-être Mouzé a fait l'exception, en les mettant en écart. Joseph est revenu, il a pris le même genre, avec le même discours. Félix, qu'on croyait l'homme de la rupture, a fait quand même appel à de mêmes gens. Mais nous savons que dans des pays comme le Cambodge, lors de Khmer Rouge, tous ceux qui ont travaillé avec ces gens-là, on a été toujours considérés comme le collabo. Puisque aujourd'hui, quand vous voyez un peu, je prends des gens comme Shoki Tundu, que moi je respecte, mais de suivre son interview, j'ai senti maintenant, moi, que j'étais un peu... je ne peux pas... Donc, un peu humilié à moi-même, puisque j'ai été parmi l'œuvre, la réflexion, et même le faiseur de l'homme Kabila. Me dire que cette constitution venait d'ailleurs, vous ne connaissez rien. Comment toi tu es congolais dans ton propre pays, soi-disant un étranger vient et qui amène quelque chose, vous ne protestez pas, mais en ce moment-là, ce sont les mêmes gens qui ont voulu même modifier cette constitution pour le 3e mandat de Kabila. Donc, moi je pense qu'il est temps de considérer ces gens comme les collabos et il est temps de changer cette classe politique, puisque demain quand Félix partira, le même gens viendront avec le discours que vous ne connaissez pas la personne Tshisekedi, nous le connaissons, il était ceci, il était... Non, il est temps qu'ils ont épuisé leur valeur intellectuelle. Aujourd'hui, il est temps que les gens capables, qui ont une vision claire, qui peuvent conduire ces pays à de nouvelles prospections, que de rester avec ces collabos qui sont là rien que pour leur ventre. Ils n'ont pas le souci du pays. Ils vous diront la politique est dynamique. Non, la politique n'est pas... Non, aujourd'hui, j'ai suivi tout à l'heure lors d'une émission, les gens se plaignaient que tous les gouverneurs sont les kabylistes.
Mais cette politique, et ils se plaignent que les choses ne marchent pas puisque ces gens, la politique est dynamique, mais en restant constant dans ton idéologie. Donc aujourd'hui, est-ce qu'il se sent à l'aise? Ce qu'il disait à Tshisekedi que c'est un parvenu, il ne connaissait rien, il n'avait pas un diplôme, il est ceci, aujourd'hui ils sont à l'aise à travailler avec cette personne. La politique est dynamique dans ce sens que moi, j'étais dans la Mouka. Aujourd'hui, moi, je ne partage, on n'a pas accepté peut-être la victoire de Félix, nous avons accepté d'œuvrer dans l'opposition, mais nous partageons certains principes avec l'IDPS. Moi, je peux aujourd'hui dire que je vais travailler avec l'IDPS, puisqu'il y a certains principes que nous partageons ensemble. Mais les gens qui étaient radicalement opposés à cette politique que l'opposition d'antan faisait, aujourd'hui tu reviens plus de 120% antiséquediste. Là, c'est la malhonnêteté intellectuelle. Merci Jean-Marie Kamenga. Freddy Thioyo, bonjour. Bonjour Madame Gisèle. Après belle lurette, une année qu'on ne s'est plus revu, bon, je suis content de retrouver Kiosque, la mission vitrine de la RDC qui fait que nous puissions passer nos opinions. Je salue tous les habitants de Kouilou, Kikwit, où j'ai vu notre ministre, vice-premier ministre de la Défense, doté de notre RDC d'un état-major général modernisé, d'un auditorat, mess d'officier, mais également d'un hôpital. Pas neuf. Et aujourd'hui, remarquez madame, depuis un temps, le mot, comme on disait avant, retour stratégique, on ne parle plus de ça. Maintenant, c'est des progressions. On reprend les territoires, les localités, l'autoque par l'ennemi. Et nous avons aujourd'hui un gouvernement qui est engagé et a doté notre outil de défense des moyens de sa politique. C'est-à-dire que assurer à l'FARDC, à leurs dépendants, une logistique bien fournie, un bon casernement, une bonne formation, mais également un bon équipement. Et c'est ce qu'on a fait avec l'inauguration par le chef de l'État, sous la coordination du ministre de la Défense, d'un état-major général érigé depuis dans le cadre de l'itinérance du ministre de la Défense, qui depuis sa nomination a entrepris une sorte de diagnostic, c'est-à-dire savoir qu'est-ce qui se passe, dénicher les mots qui rongeaient nos rangs de forces armées. Pourquoi est-ce que l'armée n'était pas efficace? Pourquoi est-ce que l'armée n'était pas en mesure de défendre l'intérêt territorial? C'est parce que quelque part, il faut d'abord voir le social, qu'est-ce qui ne marche pas, les revendications qui étaient exprimées jadis par le personnel militaire, et cela a été rencontré, voilà, raison pour laquelle on a vu en marge de la conférence de gouverneurs, cette séquence de quitte, où on a vu le chef de l'État aller inaugurer un état-major général qui a été nouvellement construit, mais également maître officier digne pour ces hommes de troupes qui défendent la patrie sur le drapeau, mais également un hôpital pour que les dépendants de nos militaires soient soignés dans des conditions acceptables, dans des conditions normales. Et voilà, c'est pour là que nous voulons un peu... lorsqu'on avait nommé ce ministre, là, à l'époque, on disait que voilà, pourquoi nommer quelqu'un qui n'est pas du domaine militaire, lui qui est médecin, pourquoi ne pas l'envoyer à la santé, mais l'envoyer à la défense. Mais voilà qu'un médecin, un professeur de santé, qui apporte du tonus, qui apporte une nouveauté, et aujourd'hui, vous êtes à Kikwit, vous voyez qu'il y a un état-major qui a été érigé sous l'oreille de ce ministre-là. Donc voilà, nous saluons un peu ce qui a été fait à Kikwit, et nous pensons que cela sera dupliqué dans le reste des provinces, et c'est ça la vision d'ailleurs, que cela soit érigé dans toutes les provinces afin que nos militaires soient soignés dans des conditions normales comme ceux de l'Europe, pour rapport aux États-Unis. Un militaire qui sait qu'en allant au front, les arrières sont assurés, que mes enfants, mes dépendants seront bien occupés dans les conditions, etc. Voilà un peu mon entrée des jeux, mais également pour rencontrer ce que disait mon aîné Jean-Marie Kamenga à ma droite. En fait, la politique, quand on dit qu'elle est dynamique, cela s'inscrit dans la vision. Et ces visions peuvent se croiser dans l'avenir. Hier, on peut avoir émis des opinions divergentes, mais au fil des temps, ces opinions peuvent converger, ce qui fait que, vous verrez, hier, un Liaou qui est avec Kabila, aujourd'hui, estimait que ce qu'il pensait avec l'UDPS peut rentrer, puis s'en compte avec tout ce qu'il dit. Donc, cela n'est pas un péché, seulement,
si le Congolais, les soins primaires, se retrouvent dans ce que vous faites, je pense que le tour est joué, on peut s'associer, tout dépendra de ce que la population se retrouve dans ce que vous faites pour que son intérêt soit retrouvé. Mais c'est bon, je suis pas d'accord par ceux-là qui étaient diamétralement opposés, qui est pour eux Kabila ou rien, et décidément, ils changent de fusil d'épaule et deviennent, tu sais plus Kabouya. Vous verrez un Kabila hier qui devient plus que Kabouya. Alors que, comme qui dirait, vous verrez, un serait devenu plus que Chadari. Donc, il y a aussi, il faut aussi que les gens intériorisent la dimension de la fidélité à vos mentors, mais également s'il faut évoluer dans la pensée, mais le fait de manière propre pour ne pas déranger un peu la conscience comme de mon confrère à côté. Voilà, merci Freddy Chioyo. Vous avez parlé du renforcement des capacités de nos FARDC. Alors que les chefs de l'État, lors de la clôture de la 13e conférence, a parlé des Américains qui vont nous aider à construire une armée pour protéger notre pays. Est-ce que le soir doit être placé sur l'armée qu'on est en train de renforcer les capacités, comme vous êtes en train de dire, oui, ou sur les Américains, comme venait de dire le chef de l'État? La RDC a signé un accord tripartite le 5 décembre 2025 avec le Rwanda des Américains. C'est un accord minéré comme sécurité. Il faut maintenant inscrire cela dans cette perspective-là. Que nous avons le potentiel, les ressources naturelles qui nous offront en échange de la sécurité. Parce que, comme c'est pas que nous sommes incapables de monter une armée, l'armée est là, mais c'est une armée qui est un peu désarticulée en interne. Une armée où vous avez des gens qui ne sont pas fidèles au commandement. Une fois que vous avez suivi un autre qui avait fuité, où la première dame disait, vous faites une réunion aujourd'hui, en train de discuter sur le champ des opérations, ce qu'il faudrait faire, mais en un clin d'œil, les secrets de France sont de l'autre côté. C'est-à-dire que l'armée est là, mais il n'y a pas des gens qui sont fidèles, qui sont là pour mettre en branle les exécutions qui sont données au niveau du sommet. Donc cela voudrait dire que ceci, et là, comme a dit le président, les Américains sont des partenaires qui viennent en appui à ce que nous faisons déjà. L'armée est là, mais il faut la réformer, il faut la restructurer, il faut la remodeler, la mettre au pas pour être en mesure de répondre aux attaques extérieures de l'ennemi et assurer la sécurité de nos frontières. Donc, ce n'est pas que nous sommes incapables, nous sommes un partenariat, nous avons signé un deal, échange de nos minéraux contre sécurité, et cela se fait partout, ça a été dupliqué en Libye, ça ne sera pas une nouveauté. Donc il faut positiver l'idée du chef de l'État, ce n'est pas que nous devenons une armée sous-traitée, non, c'est une armée qui s'émet en échange de technicité, en échange d'expérience avec les services américaines pour sa performance et pour se mettre en phase avec les technologies nouvelles que nous voyons en Iran, avec les États-Unis. Parce qu'on ait une armée comme ça, dissuasive, comme à l'époque de Mobutu, parce qu'aujourd'hui, nous avons des forces poreuses. Vous avez la LR qui font leur loi là-bas au niveau de l'Ituri, vous avez les ADF qui font là-bas, qui sont à Denis, vous avez les 23 qui font leur loi. Aujourd'hui, vivre à Goma, c'est une corvée. Nos confrères qui sont à Goma, avec nous avons souvent en contact. Mais il n'y a pas de vie là-bas. Parce qu'on n'a pas eu une armée en mesure de repousser l'ennemi. Vous voyez. Et aujourd'hui, il a fallu, comme a dit le ministre d'État Mounzangi, il a fallu que M. Ribi Appela, qui puisse récupérer Ouvira. C'est une honte. Parce que l'armée est là, mais les troupes sont là, mais le commandement pose problème. Parce que, est-ce que vous savez que pour Tomé Goma, il a fallu au moins plus ou moins 10 millions de dollars américains pour 100 millions pour Tomé Goma ou Guémé Bukavu. Parce que l'équipement qui était là. On a laissé l'équipement, les Sukhoi, mais les manipulateurs n'ont pas voulu répondre à la manœuvre. Parce qu'il y avait de l'infiltration, des intrusions extérieures. Pour vous dire que l'armée est là. Mais l'armée n'est pas très soudée, n'est pas très colmatée. Donc les Américains vont venir en appui. Non, c'est-à-dire qu'il faut d'abord extirper les brebis galeuses, des gens qui ne répondent pas au commandement hiérarchique, des gens qui répondent au commandement qui galient. Ici, vous avez des généraux. Est-ce que vous savez qu'il y a un général dans ce pays ici? Député général, il n'a jamais été à Kulou, jamais à Inongo, toujours à Kasindi, toujours à Goma, toujours à Bukavu, des généraux comme ça. Donc des généraux qui choisissent leur temps où œuvrer.
C'est pas normal. Alors que l'armée politique, quand on est soldat de rang, on t'envoie n'importe où, à Kananga, on t'envoie à Bafasende, on t'envoie à Goma, Inongo. Tu réponds, mais il y a des généraux de ce pays ici, leur coin de présélection, c'est resté à Bukavu, c'est resté à Kavumu, c'est resté à Kassindi, c'est ça Minova. Alors, avec des gens pareils, on ne sait pas avoir une armée qui réponde aux exigences qu'il fait à ce moment-là. Donc aujourd'hui, avec l'expertise américaine, il faudra maintenant conforter l'expérience, mettre en branle une armée structurée, une armée dissuasive, et déjà avec l'apport du ministre du vice-ministre de la Défense, qui a fait un bon travail de qualité. Nous pensons que nous pouvons atteindre l'essor d'une armée républicaine, dissuasive, combative. Merci Freddy Thieu. Joseph Kongolo, c'est le discours du chef de l'État. Comment vous l'avez perçu? Parce que beaucoup, il y a des commentaires qui fusent de partout. D'autres estiment que on veut nous faire revenir à une colonisation américaine parce que mettre tout l'espoir sur les Américains. Ils viendront avec leur argent. Ils vont investir au Congo. Ils construiront des routes. Voilà un peu ça. Ils vont construire une armée. Oui, je crois que les craintes sont quand même légitimes. Les craintes sont légitimes. Pourquoi? Parce que le monde bascule aujourd'hui. L'ordre mondial établi en 1948 est en train de basculer. Et les grandes puissances ont tendance à revenir, n'est-ce pas, au capitalisme prédateur. N'est-ce pas? Ils veulent reconquérir, en fait, des terrains aujourd'hui. Il y a cette tendance de voir les grandes puissances chercher à reconquérir. C'est-à-dire, c'est comme au début de la colonisation. Genre colonisation. Absolument, absolument. Vous avez suivi Trump, et c'est lui qui trahit pratiquement la pensée de ce temps. C'est lui qui trahit la pensée de temps. Il veut avoir tout. Voyez-vous? Il veut avoir tout. Et regardez la France, l'attitude de la France face à la Libye, au Liban. Il veut qu'on lui laisse son précaré. Donc, toutes les tendances montrent bien qu'on voudrait revenir au capitalisme prédateur. Et je crois que Félix doit avoir bien lu ça. En voulant s'associer avec les États-Unis, ce n'est pas pour rien. C'est d'abord la marque de temps aujourd'hui. C'est ça le temps aujourd'hui. Cette prédation, ce capitalisme prédateur, primitif, séparer les gens de leurs moyens de production, c'est ça la tendance actuellement. Les États-Unis vont chercher du pétrole au Venezuela. Ils cherchent encore du pétrole en Iran. Ils veulent décrocher un accord sur le pétrole. Donc vous comprenez qu'au-delà peut-être du simple espace, ce sont les moyens, ce sont les richesses du sol et du sous-sol qui sont visées ici. Donc ces craintes peuvent être légitimes dans une certaine mesure parce que c'est ça la tendance du monde actuellement. Mais d'autre part... Mais on y va quand même. Bien sûr. Maintenant, mon problème, c'est celui-ci. Comment résister à ces tendances aujourd'hui, nous, en tant qu'RDC, avec les potentialités que nous avons, en sol, en sous-sol, qu'est-ce que nous pouvons mettre en œuvre pour résister à ces tendances? Résister à la balkanisation, résister à la domination, résister à toutes ces choses. Qu'est-ce qu'il faut? Voilà pourquoi je me suis dit, ce que Félix a fait en s'associant avec la grande puissance actuellement militaire, je crois que c'est aussi une façon de se préserver. De se préserver. Parce que vous savez... C'est-à-dire? Parce que l'Union européenne, elle avait déjà signé la balkanisation du Congo, je crois que vous le savez. Jusqu'aujourd'hui, il reste sur sa tendance, sur sa lancée, avec les accords qu'ils ont signés, ils ne les ont jamais levés. Donc l'Union européenne était sur cette tendance. C'était un plan. C'était un plan concocté depuis Clinton. La balkanisation du Congo n'est pas un fait de hasard. Vous vous rappelez, Lumumba en a parlé en 60. Clinton est venu réaliser ça avec Kagame et les autres. Vous voyez? Donc aujourd'hui, récupérer le Congo dans les frontières actuelles, il faut recourir aux grands moyens. Et parmi ces grands moyens, il y a cette coopération avec les Américains. Qui n'a rien de balkanisation, qui n'a rien de colonisation. Qui n'a rien de balkanisation. Il y a cette coopération les Américains sont crimes parce que vous incriminez les Européens. Attention, madame. Les Américains oui, parce qu'il y a déjà des fissures entre l'Union européenne et les Américains. Les Américains ont trouvé que l'Union européenne pèse lourdement dans leur budget de sécurité, par exemple. Vous voyez? Alors, il y a une rupture et Trump ne cache pas les mots, il le dit clairement. Donc, ce que je veux dire, c'est que, d'une part, les craintes sont légitimes, que les États-Unis peuvent avoir aussi tendance de vouloir avoir un précaré quelconque, n'est-ce pas? D'autre part, cette stratégie, c'est celle-là de préservation et de conservation. S'allier avec un poisson, c'est la conservation. Mais alors, il faudra que cet accord de défense, soit un accord, soit transparent, de manière à ce qu'il n'y ait pas seulement le contrôle institutionnel, qu'il y ait aussi le contrôle citoyen. Nous voulons voir clair dans cet accord. Qu'est-ce qu'on donne? Qu'est-ce qu'on reçoit?
Voyez-vous? Et comment on va gérer cet accord, cet échange? C'est important. C'est tout à fait important. Dans l'accord, en gros, tout, la sécurité, les investissements, tout bien ça. Bien sûr, parce que il est toujours dit ceci, madame, qu'on ne peut pas être puissant et ne pas avoir une armée à la hauteur. C'est pourquoi on vous dit que l'armée, une grande armée, est la fille d'une grande économie. Vous ne pouvez pas soutenir une grande armée si vous n'avez pas une grande économie. De la même manière, si vous avez une grande économie, ça vous impose une grande armée. Et pour ça, nous recourons à tous ceux-là qui peuvent, n'est-ce pas? Qui peuvent pour que nous puissions construire une armée capable de protéger nos potentialités, nos richesses que nous avons. Mais alors que Félix a évoqué les efforts qu'est en train de faire le gouvernement à travers le ministère de la Défense. Mais bien sûr. Pour élever l'armée. Entre-temps, on compte encore sur les Américains. C'est-à-dire que... Madame, nous n'avons pas remis l'armée entre les mains des Américains. Non, non. C'est notre armée. Ouais. C'est normal qu'on puisse faire des histoires par-ci, par-là. Rappelez-vous, c'est depuis vers les années 80, Mobutu n'avait jamais reconstruit toutes les installations militaires. En commençant par Kamina, qui était un grand centre, reconnu, mais qui a été détruit complètement parce qu'abandonné. Partout, ça a été abandonné. Donc c'est normal que l'actuel vice-premier ministre de la Défense commence à reconstruire les infrastructures militaires. C'est tout à fait correct. Je crois que c'est une des conditions des Américains. C'est une des conditions. Ils ont dit, nous voulons construire l'armée, mais nous ne viendrons pas pour construire les casernes. Nous viendrons pas pour construire ceci. Nous venons pour un travail technique. Merci. Un travail technique. Au préalable, il faut reconstruire les infrastructures. Jean-Marie Kamega, pour que les cadres soient... vous analysez cela? Est-ce que vous êtes d'accord avec l'aide américaine dont le chef a évoqué devant les chefs coutumiers? Quilou, il dit que les Américains vont nous aider à construire une armée pour protéger les pays. Ils viendront avec l'argent. Là, il parle du partenariat, RDC, États-Unis. Vous savez, Madame Gisèle, le comble avec nous Congolais, puisque nous ne voulons pas recourir à notre propre histoire. Et c'est ça qui est un peu regrettable. Et moi, je m'insurge en faux par rapport au discours du chef de l'État. Ce n'est pas la première fois que le Congo a signé des accords privilégiés avec l'Amérique, même sur le plan militaire, sécuritaire et même sur le plan économique. Je vais vous dire une chose, quand vous prenez tous les officiers qui a travaillé avec Mobutu, tout ce monde ont circulé des académies américaines. Ils ont circulé des académies américaines. Et je crois que Congolo vient de dire tout à l'heure le problème de la base de Kamina. Qui conduisait la base de Kamina? C'était les Américains. Cette armée, nous avons eu l'aide des États-Unis d'Amérique. Et aujourd'hui, nous devons revoir notre stratégie militaire. Je crois que le président Félix et l'actuel gouvernement, ils sont encore dans une sorte de cette armée rudimentaire. Donc, ils ne voient pas la réalité. Aujourd'hui, le Congo a besoin de la technologie militaire. Ce que nous vivons aujourd'hui en Iran, c'est le fruit de la recherche. C'est le fruit de la recherche. Aujourd'hui, je serais d'accord avec notre gouvernement de cesser un peu de créer toutes ces universités qu'on est en train de dire à Bunia, à Kananga, à Mbujimai, partout on doit construire des universités. Il est temps de faire des institutions technologiques qui doivent tenir compte de beaucoup de facteurs. Stoppons un peu les lettres, stoppons un peu le droit, certaines histoires. Entrons maintenant dans la science, de facultés des sciences, où nous devons former les gens, les physiciens, les mathématiciens, tout ce monde-là, des ingénieurs. Puisque c'est ça qui prouve la difficulté aujourd'hui de l'Amérique au niveau de l'Iran, puisque l'Iran s'est mis à appliquer réellement. L'Iran, c'est parmi les pays du monde qui a plus d'ingénieurs et plus de scientifiques, de physiciens, de mathématiciens. Même, tu as vu, je crois, samedi passé, qu'est-ce qu'ils ont détruit? C'est l'Institut technologique de Téhéran. C'est là où même la clé, où la technologie de drones et consorts. Nous avons vu la guerre en Ukraine. Si la Russie a réussi à remonter la panne, puisque l'Iran est venu en rescousse en apportant ce Don Shadow qui a transformé même le cours de la guerre en Ukraine. Donc je pense aujourd'hui que le chef de l'État, on a besoin de partenariats. Mais dire que les Américains viendront nous aider, de nous construire des routes, ne soyons plus. En ce moment, nous rentrons encore dans le contrat chinois.
qu'aujourd'hui il veut les audits, puisque Kabila nous a fait croire la même chose, que les Chinois vont prendre des minéraux, ils vont nous construire des routes. Et aujourd'hui, nous sommes là où nous sommes. Il est allé en Chine, ils ont revisité le contrat. Aujourd'hui, nous voyons, il y a l'audit qui se pointe à l'horizon. Maintenant que Sigomine dit que niet, je ne ferai pas cet audit. Donc, je veux ceci, puisque dans ces pays, Maman Gisèle, le plus grand investisseur, c'était l'Amérique. Dans ces pays. Goodyear, Coca-Cola, GM Motors, donc des grandes compagnies privées, ici c'était des Américains. Mais le jour que les Américains ont dit que nous, ils n'ont pas apporté un changement. Ils n'avaient pas une politique sociale. Tous ces temps que l'Amérique a resté au Congo, avec Goodyear, avec GM, GM faisait des véhicules au niveau de, actuellement, marché de la liberté. C'était l'usine de General Motors. Ils n'ont même pas construit ne fût-ce qu'un auditoire, ni à l'ISTA, ni à la Polytechnique, ni à la faculté des sciences. Moi, je vais étudier en Afrique du Sud. Quand vous allez aujourd'hui en Afrique du Sud, vous verrez que toutes les grandes entreprises ont construit des auditoires, les gens de la géologie, vous allez dans telle faculté, vous voyez telle compagnie, ça sol construit ici, construit. Donc c'est ça, c'est la même chose avec des Bralima. Et Neken est ici, on dit que Bralima depuis 1913. Sur le plan social, Bralima n'a même pas un camp des ouvriers. Ils vont revoir cette fois-ci peut-être. Non, ça je vous dis, c'est notre façon de négocier avec nos investisseurs. Nous négocions très mal. Moi je pense que aujourd'hui, l'Amérique, nous devons le tenir à l'œil. Nous, en tant que Congo, nous ne pouvons pas prendre l'Amérique comme un enfant de cœur. L'Amérique, nous devons le tenir à l'œil. Donc, l'Amérique doit venir comme s'il y a des investissements américains, avant même de mettre leurs investissements opérationnels, il doit décrire la vision de cet investissement. Qu'est-ce qu'il veut de ce Congo? Puisque demain, nous allons nous retrouver encore, l'Amérique nous a pris du cobalt, puisque la réalité aujourd'hui, l'Amérique est en retard par rapport aux Chinois. Pour les minerais critiques, l'Amérique est en retard. Congolais vient de dire quelque chose. Devant nous, nous avons un président bandit, qui est Trump, qui ne craint personne, qui ne croit à rien. Trump se croit, on a vu le week-end, les manifestations dans toute l'Amérique, on dit non. No king in the USA. Donc la façon de gérer de Trump, la façon de diriger de Trump, il se croit comme s'il était le roi de l'Amérique. Regarde ce qu'il a fait au Venezuela. Regarde ce qu'il est en train de faire au Cuba. Regarde ce qu'il est en train de se faire aujourd'hui en Iran. Et nous, un pays faible militairement, ces gens peuvent venir aussi s'asseoir ici, dire que le tout nous appartient. Il a dit de la colonisation maintenant. Merci. Donc, nous devons être conséquents de ce que nous voulons faire avec l'Amérique. Mais beaucoup d'optimisme, nous allons décrier nous-mêmes un jour. Sinon, un pays ne se développe pas seulement avec les investissements nationaux. Hein. Non. Le Congolais dit quelque chose ici, puisque depuis que l'Union sacrée a signé les accords stratégiques avec l'Amérique, l'Europe, c'est la bête noire. Or, l'idée de la balkanisation, c'est que Kagame fait aujourd'hui, c'est une politique anglo-saxonne. Il n'y avait pas à voir avec l'Union européenne. Donc, or, la politique étrangère de l'Amérique ne se décide pas à la Maison-Blanche. Il y a des lobbying américains qui savent comment est-ce que nous voulons diriger. Est-ce qu'ils ont opté pour un État unitaire au Congo ou ils tiennent toujours à leur balkanisation? Voilà un peu ma question, mon concernant. Merci Jean-Marie Kamenga. Éric Bissé nous a rejoint. Vous entrez directement dans la question, c'est par rapport aux investissements américains, les chefs d'État, dans son discours lors de la clôture, en marge de la 13e conférence de gouverneurs, lorsqu'il était face au chef coutumier. Il a parlé des Américains qui vont venir nous aider. Qu'est-ce que vous en pensez? Bonjour Gisèle, bonjour monsieur, les amis et concitoyens sur le plateau. Effectivement, bonjour téléspectateurs du kiosque. Je crois que mon aîné Jean-Marie a brossé l'essentiel de mon analyse. Donc je vais prendre 50% de mon temps de réflexion pour
abordé quelque chose qui m'est complètement insupportable. Il y a une tentative de spoliation honteuse au niveau de Pakadjouma là-bas qui est insupportable. C'est-à-dire que l'hôtel de ville, effectivement, est arrivé au niveau de l'IMT, enlever toutes les occupations illégales, les squats qu'il y avait là, ça va. On a déblayé, on a débarrassé. Mais il y a ce qu'on appelle un lotissement qui a été accordé aux travailleurs de ONATRA depuis des décennies. Et ce lotissement, bien sûr, a été pris en compte par le service cadastral. Et il y a un quartier Pakadjouma avec des lotissements bien spécifiques, avec comme soubassement un arrêté ministériel et des différents directeurs de l'ONATRA. Mais bizarrement, parce que nous sommes toujours dans une république où les personnes prédomine par rapport aux textes et aux normes, il y a eu une tentative actuellement de spoliation où on a vu des agents de ONATRA venir avec des étrangers détruire des maisons, des lotissements qui étaient déjà cadastrés. Et c'est assez extraordinaire. Et d'autant plus que nous entendons que ces étrangers ont effectivement donné de l'argent pour que ces personnes qui occupent ces lotissements soient dédommagées en conséquence. C'est-à-dire que ce sont des biens privés. Un bien privé, une parcelle privée est consacrée par la Constitution. Donc, il faut respecter les normes pour pouvoir s'approprier un bien qui ne vous appartient pas. Mais il y a des acteurs privés au sein de ONATRA, et notamment, on attend les noms de certains dirigeants qui ont préalablement accordé tous les droits, et notamment celui d'empiéter sur les droits des Congolais, et de détruire ces maisons de manière tout à fait illégale. Et je crois que là, nous allons entamer une série d'actions en tant qu'avocats, et puis également le collectif dans lequel nous sommes, pour dire à ces hommes et à ces femmes que nous ne voulons plus d'une république des hommes forts. Et c'est ça qui ramène à cet aspect de la deuxième question, où le chef de l'État, au lieu de nous parler de la République démocratique du Congo, des institutions, il nous parle des hommes forts. Quand il parle des États-Unis, il ne parle pas des États-Unis comme nation, il parle de Trump. C'est ça la réalité. L'essentiel des accords conclus entre les chefs d'État et les États-Unis, c'est à travers les acteurs autour de Trump, la famille de Trump, des hommes d'affaires autour de Trump. Ce sont eux qui se sont appropriés un certain nombre de mines et des accords économiques pour venir investir. Mais in fine, qu'est-ce qui se passe? Mon aîné, quand je dis qu'il a parfaitement raison, la question n'est pas d'avoir un contrat fourre-tout, un accord fourre-tout. On ne peut pas associer un accord économique avec un accord de stratégie militaire ou bien, j'allais dire, d'investissement, d'un terme d'industrialisation ou de recherche relative à l'armement, ou alors on nous vend un accord fantasmagorique en disant que tout ce que vous voulez, la sécurité, nous allons amener cette sécurité, mais à nos conditions, c'est-à-dire avec notre propre regard, c'est-à-dire on ramène les mercenaires pour pouvoir occuper l'espace. Et vu que le Rwandais est leur allié et leur associé, le Rwanda ne nous attaquera pas aussi longtemps que les Américains exploiteraient les richesses. Nous avons besoin non pas des hommes forts. Félix Tshisekedi, manifestement, n'a plus de proposition aux Congolais, n'a plus de vision, et aujourd'hui, il ne se borne, il ne jure qu'au nom de Trump. Or, le temps de Trump est vachement limité. Avec ce qui se passe actuellement en Iran, les élections intermédiaires qui arrivent en fin de l'année, Trump, nécessairement, va en mordre la poussière, et donc, on va être fragilisé. Ce qui est sûr et certain, l'Iran, aujourd'hui, si elle est devenue une nation, on l'appelle nation intermédiaire, mais qui produit le plus d'ingénieurs que l'Union européenne dans son entièreté. Ce pays qu'on dit qui est rétrograde, qui est arriéré, mais produit des scientifiques en permanence, produit des innovations en termes d'armement, mais aussi électronique. Donc, nous sommes en train de voir que, enfin, nous aurions dû voir que le monde est multipolaire et il nous appartient de décider dans quelle orientation nous voulons aller. L'accord SICOMINE, ce n'est pas l'accord SICOMINE qui pose problème. Au moment où nous avions signé, les institutions de Bretton Woods ne voulaient pas nous prêter l'argent. Personne ne voulait être l'allié de la République démocratique du Congo parce qu'on ne voulait pas que nous nous relèvions. Donc on nous a fragilisés nécessairement pour pouvoir exploiter nos minéraux sans notre consentement. Mais ceux qui étaient là, ceux qui dirigeaient le pays, se sont quand même concentrés à nous bâtir, à nous apporter une forme de défense digne de ce nom. Et c'est ce qui a fait aujourd'hui que nous respirions en tant soit peu. Mais cela dit, l'accord de SICOMINE a un volet, effectivement. Lorsque les Chinois viennent chercher la terre,
sans être garanti que ça va être rentable. Mais cela dit, nous avons des accords qui disent que vous voulez, nous construisions. Mais il nous appartient de proposer des projets. Ce qui est apparu évident lorsque Félix Tshisekedi est arrivé il y a plus de 7 ans, 2 ans plus tard, c'est nous qui n'avons pas proposé. C'est les Congolais qui n'ont pas mis sur la table qu'est-ce qu'ils voulaient qu'on leur construise et pour quand X temps. Ok, nous sommes partis amender cet accord, nous avons renégocié, tant mieux. La Chine s'est montrée ouverte, c'est-à-dire parce que nous avons trouvé que nous avons gagné et il vous appartient de proposer. Il y a l'université de Lubumbashi ou de Kassai qui est en train de se construire grâce à la SICOMINE. Il y a la rocade qui est en train d'être investie, c'est grâce à la SICOMINE. Donc l'accord de SICOMINE, l'accord chinois, c'est mieux que... Non, il ne s'agit pas de mieux. Le moment où nous avions négocié... C'est-à-dire que nous étions en état de faiblesse. C'était un accord léonin. Mais à ce moment-là, est-ce que nous avions le choix? Et aujourd'hui, nous avions le choix, nous sommes partis renégocier. Si nous n'avons pas aujourd'hui renégocié conséquemment ce que nous avons besoin, c'est notre propre turpitude. Il n'y a pas à reprocher les Chinois d'être forts dans les négociations. Maintenant, effectivement, il ne s'agit pas ici de dégager les Chinois pour de nouveau tomber dans l'esclavage ou bien dans l'obédience des États-Unis. Et des États-Unis qui vont sortir fragilisés de la crise qui va se passer en Moyen-Orient parce que les pays du Golfe lui avaient confié la sécurité. Mais aujourd'hui, les pays du Golfe disent, en fait, ce sont vos bases militaires qui nous causent de l'insécurité. Il y aura également des répercussions en Corée du Sud, puisque les armements entreposés en Corée du Sud pour pouvoir protéger la Corée du Sud et la Corée du Nord ont été renvoyés pour protéger Israël. Donc aujourd'hui, le monde voit effectivement, ou bien les alliés de Trump voient effectivement que les États-Unis n'ont pour deux yeux que l'Israël. Donc on va se remettre en question. Qui aujourd'hui est puissante? Mon aîné a raison. En termes de technologie de guerre, en termes d'armement, c'est la Chine. Parce que Trump, quand il dit j'ai la plus grande armée du monde, oui, mais c'est sur le papier. L'armée, une grande armée, c'est celle qui conquit, qui fait des guerres, qui gagne des guerres. Aujourd'hui, autant donné que Trump a l'accord de coup, on ne sait plus par quel bout s'en sortir. Félix Antoine Tshisekedi sait pertinemment qu'il n'y a plus d'issue, qu'il n'y a pas de solution. Il ne va pas nous mentir qu'il y a un accord global qui va nous permettre aujourd'hui de fabriquer quelques hommes, parce que c'est ça le problème, qui vont venir défendre le Congo sur des décennies. Non, nous avons besoin de l'industrie de l'armement. Nous avons besoin de 1,4 milliard qui est investi, soi-disant, pour rénover cette armée. Que nous soyons en capacité au moins de fabriquer ne serait-ce que nos propres pistolets. C'est que le Rwanda a déjà des industries de guerre. Le Rwanda fabrique ses armements. Mais pourquoi est-ce que nous n'arrivons pas à réfléchir au-delà des individus? Pourquoi qu'il y a un Eric Bissello. Voilà. Madame, est-ce que tu sais que dans ces pays, il y avait un vol direct Kinshasa-New York avec Paname? Ouais. Tu vois le niveau de l'accord que les Zaïre avaient avec les États-Unis. Donc il y avait un vol direct New York-Kinshasa avec Paname. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas là. Merci. Alors, on prend la traque du FTLR où on poursuit avec le discours du chef de l'État. Le chef d'État qui a parlé également des dirigeants du Congo qui étaient en réalité des étrangers au service d'autres étrangers pour tuer les Congolais, leur maître et sœur rwandais Paul Kagame qui s'ajoute et devient bavard, comme un fou. Et ce matin sur New York Times, l'ancien président Joseph Kabila d'indiquer qu'essayer de lier la rébellion à Kabila relève tout simplement de la stupidité. Joseph Congo. Merci beaucoup pour la question. Oui. Rapidement, je voudrais revenir sur ce que Eric a dit tout à l'heure. Non, les accords de Washington ne sont pas les accords entre Tshisekedi et l'équipe de Trump. Non. Ça a été adopté au niveau du Sénat. Ça veut dire que ce sont les institutions américaines qui pilotent ces accords. Ce n'est pas une histoire des individus, non. Si le président a des services, des conseillers, c'est pour l'aider à traiter des dossiers, arriver au bout, les soumettre, n'est-ce pas, aux parties en présence, et après approbation, on peut les signer. Ce n'est pas une histoire des collaborateurs de Trump, mais plutôt du gouvernement américain, parce que le président, c'est la première personne qui engage la République. Donc ça n'a rien à voir avec les ils devraient relire, non, c'est les investisseurs premiers de ceux qui vont créer les emplois. Ce sont la famille de Trump. Ils devraient relire peut-être cet accord, s'approcher davantage de ce qui se passe le tenant de. Ne nous parlez pas juste de la paix, on nous parle de cette, quand il dit on va venir investir, créer des emplois. Qui va venir investir, créer des emplois? Il a déjà cité le nom des sociétés, qu'il les cite, il comprendra derrière. Merci. Très bien. Je termine. Oui, allez-y, s'il vous plaît. Je termine. Il y a tous les milliardaires. La plupart des milliardaires ont déjà signé des contrats ici en République démocratique du Congo. Il y a l'exploitation de lithium à l'est
l'Est, et il y a d'autres. Ce n'est pas une histoire, sauf que c'est ça le mode opérationnel des Américains. Ils travaillent avec leurs milliardaires qui ont des grandes entreprises. Quand l'État ouvre un espace, c'est eux qui l'envoient pour aller exploiter au nom des Américains. Donc la plupart des entreprises américaines, ce sont des bras séculiers du gouvernement américain. C'est leur système tel qu'ils font. Bien, pour revenir à ce que... Je crois que le président a bien lu. Nous savons que j'ai fait la boxe. Quand on est coincé dans un coin et qu'on n'a pas de moyens pour se dégager, très souvent, on recourt, on va à l'adversaire, on va le tenir pour qu'on vienne vous séparer, pour avoir un peu de répit et tout ça. Je crois que Kagame, c'est quelqu'un qui ne parlait pas en fait. Kabila ou Kagame? Enfin, qu'est-ce que je veux dire? Kabila. Que ce soit Kabila ou Kagame, ce sont des gens qui ne parlent pas beaucoup. Ils ne parlent pas beaucoup. Et quand quelqu'un commence à parler beaucoup, je crois que vous pouvez poser la question aux psychologues, certainement qu'ils sont entamés. Ils sont vraiment entamés en profondeur. C'est tout à fait normal. La preuve, c'est que quand Kabila nous raconte des histoires qu'on ne peut pas lier le 1-23 à sa personne, je crois que là, il a déliré alors. Il a vraiment déliré. Je ne comprends rien. Il a déliré. Où est-ce que vous avez déjà vu? Quand il y a une guerre, ce sont les autorités qui sont les premières personnes recherchées par une rébellion. Quand ils arrêtent un ministre, allez, ils les prennent en otage. Ils peuvent, sur ce ministre-là, sur cet otage, réclamer, n'est-ce pas, avancer, n'est-ce pas, leur réclamation. Mais ce n'est pas un ancien président de la République qui vous a combattu, qui vous a traité de terroriste, n'est-ce pas? Aujourd'hui, il n'est plus au pouvoir. Pas même il n'est plus au pouvoir, il est encore au pouvoir. Kabila est encore au pouvoir ici. Parce que, attention madame, la classe politique, la classe qui est au pouvoir aujourd'hui, vous soyez de l'opposition ou du pouvoir, du moment que vous êtes parlementaire, donc que vous êtes dans les institutions, vous êtes sénateur, vous êtes au pouvoir. C'est ça la véritable compréhension du pouvoir. Ceux qui exercent l'autorité dans le pays, ce sont ceux-là qui sont dans les institutions. D'accord? Et c'est cette personne qui est sénateur à vie, qui va dans le camp adverse, là où il a traité des terroristes, on ne l'arrête pas, on ne fait pas quoi, il dit je suis chez moi, j'ai acheté cette maison en 1999, ainsi de suite, et il fait des consultations, il fait, madame, il veut nous prendre pour qui? Nous avons les deux yeux et nous avons une tête sur les épaules. Kabila, c'est lui le maître à penser du 1-23 de l'AFC, qui ne nous raconte pas des histoires. Et c'est vrai, c'est que le président dit. Il est venu ici comme commissaire, comme un envoyé d'un groupe puissant. Et c'est ce qu'il a fait. Il a bradé l'armée, il a bradé toutes les grandes institutions. C'était les pro-rwandais qui les dirigeaient. On l'a vu partout. Madame, qui ne nous raconte pas des histoires, nous ne sommes pas de petits-enfants. D'ailleurs, ce qu'ils racontent, même les autres politiques du monde entier, ils le prennent pour un mangobo. Ouais, Freddy, tu... Oh. Oui. On avait suivi Joseph Kabila autrefois. Oui, je l'ai suivi. Si j'avais fait cette rébellion, ça allait se passer autrement. Il avait dit ça une fois. Je vais raconter avec mes co-débatteurs, mon co-débatteur. Cher Aîné, vous savez, nous sommes dans un pays RDC où tout est prioritaire. La recherche, l'enseignement, tout est prioritaire. Donc tout est à repenser, tout est à refaire parce que on est dans un gouffre et le pouvoir actuel est en train de ramener le pays à la surface. Donc c'est un truc qui est fait, mais qu'on ne sait pas sentir parce que le gouffre est tellement profond que on fait l'effort de ramener le pays à la surface, donc, et on ne sait pas voir les efforts qui sont fournis. Dire que tu sais, n'a plus rien à offrir, c'est un peu trop posé. C'est trop grossier en même temps. Parce qu'aujourd'hui, ne comparons pas le Zaïre au Congo d'aujourd'hui. Les Zaïre de l'époque, c'était un pays dissuasif, un pays craint dans la sous-région, une armée qui savait contrôler sur la sécurité de toutes ces frontières. Aujourd'hui, on a affaire à une armée poreuse, une armée qui s'est spécialisée dans le grippe stratégique, une armée qui ne fait que reculer et qui n'avançait pas. Et aujourd'hui, les bases sont posées, comme je l'ai dit tantôt, avec Modjanvita, qui a posé les bases. C'est-à-dire qu'en dotant d'abord l'armée avec des infrastructures modernes, un hôpital, maître officier, tout ça. Et l'aide américaine vient compenser au vide, au déficit que nous connaissons au niveau de l'armée. Donc, ce n'est pas que l'armée est sous-traitée, ce n'est pas qu'on a bradé la souveraineté, c'est seulement que l'armée va se remettre à niveau avec l'aide extérieure, avec l'apport extérieur en termes d'expertise. Donc, ce n'est pas quelque chose d'être complexé. On est ouvert, le pays reste ouvert à des échanges techniques, des échanges d'expertise, d'expérience pour élever son armée. Quant à Kabila, Kabila a déçu tout le monde.
déjà, sa première réapparition à la Libre de Belgique, pendant que nous négocions comment reconquérir nos territoires, il réapparaît à Konyongite, dans son ranch, qu'il aurait acquise en 99. Et si j'ai toujours mon mémoire, 99, c'est l'ère où l'RCD occupait la partie là. Et comment lui est arrivé là-bas? Donc, c'est comme si il a insulté une intelligence nationale congolaise. Et dire aujourd'hui que, là, tu n'as pas repris. Là aussi dit, demandant à l'actuel régime si combien de prisonniers politiques il y en avait sur son régime. Mais et les Moka, les Diongo, toutes ces modalités, quelqu'un de prisonniers. Il nous raconte quoi là? Donc Kabila est prisonnier de ce faux mensonge. Il croit mentir. Non, qu'est-ce que je veux dire? Kabila est victime de ce faux mensonge. Il croit rôler tout le Congolais dans ce mensonge là. C'est pas normal. Et dire qu'aujourd'hui que vous avez répété quoi là, comme quoi que c'est une stupidité. Mais de lier la rébellion à sa personne. Mais on dit en français qui s'assemble se ressemble. On le voit contre avec Nanga. Du matin au soir, il fait la ronde de Bukavu, il vient à Goma, il fait un soir les chefs coutumiers, il parle avec eux, il est sécurisé par l'armée de Makenga. Mais on va lui dire quoi? C'est lui, le pilote en chef de l'armée de la CF23, qui ne sait pas ça. Nanga a eu l'argent pour piloter une armée Nanga. Nanga était la seule ici. Nanga a eu l'argent pour être investi, cordon du mouvement qui date depuis 2011, après le départ de Koulibatoire. Le 23, c'est depuis le 23 mars 2010 ou 11 comme ça, 2009, c'est ça. Et aujourd'hui, Nanga, un nouvel recrue qui prend la commande d'un mouvement. Il veut laisser la bénédiction là-dedans. Mais c'est Kabila qui a demandé à son parent Kagame d'envoyer les ERDF pour mener l'aventure à RDC. C'est comme de tous. Et il dit aujourd'hui comme quoi que nous Congolais, c'est une console stupide pour ne pas comprendre que c'est lui qui est l'aventurier en chef dans ce mouvement-là. Mais ça, ce sont des faussetés. Kabila a trahi la nation congolaise, sénateur à vie. Il devait être le conseiller en chef de l'actuel régime, donner l'expertise qu'il avait fait pour démonter la 23 en 2013. Mais malheureusement, il va s'allier. Donc c'est une trahison qu'il a fait. Et nous pensons que ça qu'a fait Moutamba en le condamnant à mort. Et Moutamba avait raison. Malheureusement, il a été mal remercié. Il est personne aujourd'hui. Et nous pensons qu'il faudrait maintenant réparer cette injustice-là aujourd'hui. Parce que des gens comme des Nanga, des Kabila, ce sont des gens qui font du mal à la nation au point que la région qui est affectée au développement, maintenant c'est affecté à l'armée, et maintenant il y a maintenant donc l'austérité, il y a la chef ne circule pas, tout est envoyé au front parce que le paix que nous mobilisons, c'est pour envoyer à ceux qui mènent les armes pour garantir le fait que le peu de paix que nous avons encore dans la partie restante du pays. Voilà, donc Kabila, c'est un monsieur a parfois zappé parce que c'est sorti, comment c'est un peu à énerver le peuple congolais. Parce que c'est pas normal, lui qui est là-bas à Goma avec le Nanga, dit que non, voilà, il est parti de la rébellion. De quoi parle-t-on? Eric Wissel. Bon, écoutez, moi ça me fait énormément rire, mais c'est vrai que nos amis du pouvoir nous donnent extrêmement d'éléments en tant qu'analystes que nous sommes. Je voudrais d'abord merci de nous éclairer que c'est Moutamba qui a fait condamner Joseph Kabila parce que Moutamba est un politique. Ce sont vos dires. Ce ne sont pas les miens, ce sont vos dires. Moutamba, merci. Il a été payé à monnaie de singe. Il a été payé à monnaie de singe. Moutamba, en tant que politique, c'est mon temps de parole. Non, oui, il a pris l'injonction de faire condamner Kabila. C'est un politique. Donc, c'est une procédure politique et une justice politique qu'il a fait condamner. Et pour être remercié, il a été remercié à monnaie de singe. Donc, il fallait qu'on lui laisse siphonner l'argent qui était destiné aux Congolais de la souffrance vécue pour qu'il en fasse ce qu'il voulait. On comprend votre philosophie qui se ressemble, s'assemble, selon vos propres mots. En outre, je vais quand même aider aussi mon aîné. Il ne faudrait pas que la haine vous amène à perdre la logique et le bon sens. Dans un pays où même Moutalibo, Mazolo, Bamboko et Rubongate, vous interdisez à Kabila, qui est sénateur à vie, ancien président de la République, de s'exprimer. Mais on est où là? Il est même le plus à même de s'exprimer que vous. Il connaît ce pays en profondeur que vous. Et il le dit dans ses discours. J'ai conseillé, parce que quand vous me demandez d'être conseiller, j'ai conseillé au régime d'amener vers la paix, de vouloir la paix à tout prix, de discuter avec tout le monde. J'ai conseillé parce que moi je l'ai fait en 2001. J'ai conseillé, mais ils n'ont pas écouté, ils veulent la guerre à tout prix. 5 ans plus tard, nous sommes toujours dans cette foutue guerre.
J'ai conseillé, non? C'est-à-dire quoi? Il a fait mieux. C'est-à-dire, c'est sexy. On essaie de comparer sa gestion avec... de la crise, absolument. Absolument. En termes de crise. Absolument, il n'y a rien à dire. Le pays était balkanisé lorsque Kabila a pris le pouvoir. Il faut être... c'est vrai que quand on est porté par la haine, on pense que tout ce que l'autre dit est truffé de fausseté ou de mensonges. Donc, moi, je vous dis une chose. Il y a des vérités aujourd'hui transcriptibles par l'histoire. Vous ne pouvez pas le renier, vous ne pouvez pas le remettre en question. Ce pays était balkanisé quand Kabila a pris le pouvoir. Il ne le contrôlait pas. À Harare, il n'était pas le chef de la République démocratique du Congo, mais il a convergé. Il a même laissé son autorité, son impérium du président de la République être partagé ou bien dispatché. Mais quand même, aujourd'hui, ces pays consuliers, vous dites que c'est lui qui veut le balkaniser. Soyons pas fous, nous ne sommes pas fous, en tout cas, nous les analysons. Mais les faits sont là, sautez-tu. Il a avec aujourd'hui. Quel fait? Il a avec quel les fait? gens qu'il a combattu. Vous êtes en train de discuter avec... Les gens qu'il a combattu, hier. Les gens que vous dites qu'il a combattu, ce sont vos alliés d'hier. Vous étiez avec le M23, vous étiez des alliés hier. Et moi, j'ai eu un débat avec quelqu'un de l'Union Sacrée. Il me dit, les alliances se font, c'est des fonds. Oui, je vous apprends encore quelque chose. C'est au regard des intérêts que les accords se font et se défont. Merci, selon les circonstances. Merci. Mais une vérité quand même. Nous sommes en train d'atterrir. Hein. Oui, je sais que vous ayez fait de temps. Permettez-moi juste, accordez-moi juste une minute ou deux pour aboutir. Moi, je crois que c'est le cynisme de nos amis qui sont au pouvoir qui, aujourd'hui, nous focalisent sans cesse vers ce qui se passe au découvert parce qu'il y a AFC M23 au découvert. Mais à Ituri, là-bas, c'est qui est en train de tuer? C'est l'AFC M23? Est-ce qu'il y a plus de morts en Ituri que là où il y a l'AFC M23 dans le découvert? Vous êtes d'un cynisme qui ne mérite pas d'être dirigé un pays comme la République démocratique du Congo. Tu as lu le rapport de RSF? Tu as lu ça? Si je parle, c'est parce qu'il y a connaissance de cause. Vous êtes en connaissance de cause. C'est en connaissance de cause. Donc je vous répète une chose, vous avez le devoir de sécuriser l'entièreté de la République, mais aussi l'entièreté des Congolais. Et vous nous parlez du matin au soir de Kivu parce qu'il y a l'FC M23. Je vous pose la question en Ituri là-bas, au Katanga là-bas, ce ne sont pas des Congolais. Donc parce qu'ils ne déstabilisent pas, ils n'intentent pas de déstabiliser votre pouvoir, c'est pour cela qu'on ne mérite pas de rejeter un peu plus un regard. Merci Eric Misselou. Soyons sérieux. Joseph Kabila, il a toute sa place, non seulement dans l'expression républicaine, mais aussi dans l'expression de la situation actuelle, parce qu'il est le plus à même d'ailleurs de vous apporter un peu plus de lumière et de sagesse. Je pense que le président de la République, des fois, commet certaines erreurs que lui seul connaît. Et il passe beaucoup de temps toujours à parler de Kabila. Il devait s'appeler Kabila même dans tous ses discours. Puisque le vrai problème est que... Non, je dis que... je dis que le président de la République... Moi, je ne suis pas là. Moi, je reconnais aujourd'hui le président de la République, c'est monsieur Tshisekedi. OK? C'est Tshisekedi à qui nous devons demander des comptes. Je n'ai rien à voir avec Kabila, qui était l'ancien président, qui est parti. Mais à chaque fois que le président Tshisekedi fait toujours référence à Kabila, moi, des fois, ça me choque. Je vais vous dire une chose. Là, je vais dire aux gens de l'Union Sacrée. C'est ça notre erreur en tant que Congolais. Cette guerre, Kabila est dans l'Est de la République bientôt 2 ou 3 ans. Est-ce que Félix était au sommet de l'Union africaine au mois de février? Vous me direz que les chefs d'État d'Afrique ont pondé une condamnation, par exemple, de Kabila, qu'il était partie prenante de la guerre au Congo. Dans la SADC, que nous sommes partie prenante. Dans les EAC et CAC. Donc le problème est que nous ne savons pas ce que nous voulons sur le plan géostratégique. Donc il y a des histoires qui se passent qu'au lieu que nous nous organisons en interne, et maintenant nous voulons couvrir peut-être notre défaillance en citant le nom de Kabila. Et il faut reconnaître une chose. Où est-ce que vous avez déjà vu un président de la CENI qui a proclamé un président de la République, un ancien président de la République qui a fait une passation du pouvoir soi-disant civilisée avec le nouveau entrant, et le droit entre en conflit? Donc ce sont des matières à réflexion. Moi je pense qu'il est temps aujourd'hui, le vrai problème que nous avons, comment est-ce que ces pays doivent recouvrir sa intégrité territoriale. Puisque j'ai suivi mon frère Chiyoyo en train de dire que
nous sommes en train de récupérer les villages. Aujourd'hui, nous sommes dans cet accord. Nous sommes dans cet accord de Washington que le M23 et le RDF doivent se retirer des villages qu'ils ont équipés de 30 km. Et de notre part, faisons cet effort, remplissons aussi les conditions que le Congo retrouve son intégrité territoriale au lieu de rester dans le système des chats et les souris. J'ai suivi hier au camp, tu as parlé tout à l'heure, au niveau de Kabaoma, à Kisangani, où le chef d'état-major adjoint chargé des opérations qui a dit qu'il est temps maintenant de traquer les FDLR. Faisons ça avec bravoure. Ne faisons pas... Justement, nous entrons dans ces sujets. Oui, non, j'ai dit ceci. Quand le chef d'état-major fait cette déclaration, je reviens encore sur ce plateau, j'avais dit, je crois que l'ancien porte-parole de FARDC qui est parti, qui a été suspendu, il a fait un communiqué que nous demandons au FDLR de se rendre, en cas de quoi, nous allons appliquer la force. Donc, au niveau de l'Angola, le gouvernement de la République a reconnu qu'il y avait les FDLR qu'ils vont combattre. Aujourd'hui, tout ce que nous voulons, que ces pays trouvent la sérénité et l'intégrité territoriale. Ne faisons pas cette histoire comme si on faisait du chat et le souris, mais faisons-le pour l'amour de la patrie, puisque aujourd'hui, les gens qui souffrent sont des Congolais. Les Hutus qui sont ici ne sont pas nos frères. Ne sont pas nos frères. Et enlevons à nous cette idée de dire que les Hutus sont les Bantous comme nous. Les Bantous sont seulement, pas seulement au Rwanda. Le Congo, c'est pour nous. Le Congo, ce n'est pas pour soi-disant Hutus Rwandais. Les Hutus Rwandais rentrent chez eux, trouvent la solution chez eux. Merci. Non, je dis ceci. Nous avons besoin que tout le monde rentre. Nous avons fait la Sun City, qu'ils fassent un effort de leur façon, avec leur opposition, de contrer Kagame, de se réconcilier entre eux et qu'on laisse le Congo calme. Voilà, nous entrons dans ce sujet. Ce sera le dernier, avec 1 minute à chacun, parce que nous sommes en train d'atterrir. Ah bon, c'est la traque. Oui, c'est déjà la fin. La Constitution d'abord, le changement de Constitution. La Constitution. Donc, parlons d'abord de la traque, parce que Jean-Marie l'a évoqué, alors qu'on avait suivi autrefois. L'ancien Julien Palouk, ancien gouverneur, disait qu'il est dans ses expériences, étant que gouverneur, les FDLR n'existent pas. Aujourd'hui, on a lancé hier, par le commandant adjoint de l'état-major à Kisangani, la traque des FDLR. Joseph Kongolo, qu'est-ce que vous en dites? Je reviens rapidement d'ailleurs. Très vite. Hein, le président cite beaucoup Tshisekedi. Je crois que le président cite beaucoup Kabila. Je crois que sur le plan diplomatique, toutes ces avancées, c'était ce qu'on appelle dans les stratégies politiques l'ennemi unique. On focalise tout le mal sur l'ennemi. C'est une stratégie politique, elle est connue. Si vous avez fait les sciences politiques, c'est très simple. L'ennemi unique, on le cite, on fait quoi? Il est indexé dans les grandes organisations et ça fait mouche. Nous observons tout ce que la diplomatie congolaise a fait, que ce soit le président, que ce soit le Premier ministre, tout ça, ça fait mouche. Donc ce n'est pas inutile qu'on cite son nom, surtout en mal, c'est pas mauvais. Donc c'est une stratégie en politique, l'ennemi unique, la focalisation de l'ennemi unique, c'est très simple. Vous parlez de... La traque des FDLR. Oui, d'abord il faut comprendre pourquoi la RDC revient sur la traque des FDLR. C'est parce qu'aux États-Unis, la semaine passée, il y a eu un changement de vue sur ce qu'ils avaient arrêté avant. Avant, il fallait une coalition entre les Rwandais, le M23 et l'armée, les FARDC, pour traquer les FDLR. Ce n'est pas faisable. Vous vous battez et puis vous vous mettez ensemble pour traquer les FDLR. Ce n'est pas faisable. Donc, ils ont essayé d'harmoniser la vue sur ça et ils ont dit ceci, que la traque, désormais, la traque des FDLR, c'est la part de FARDC. Ce n'est plus la coalition entre le M23 et FARDC. Vous comprenez? Donc, il y a eu changement de vue. Quelque part, ça a été éclairé. C'était la semaine passée qu'ils ont signé. C'est comme ça que la République démocratique du Congo commence à faire cela parce qu'en fait, il faut aussi avoir une vue globale de la chose. Vous voyez que nos amis sont en train de dégarnir pratiquement les fronts. Je ne sais pas si vous suivez ça, j'espère. Ils sont dégarnir les fronts. Tout ça, c'est dans l'évolution de la compréhension des accords de Washington, en particulier en matière de sécurité. C'est comme ça que chacun commence à s'activer parce qu'en fait,
Je crois que la guerre s'est essoufflée. La guerre s'est essoufflée aujourd'hui. On cherche une sortie honorable pour l'un et pour l'autre. C'est ça qui est. Donc ça va se passer comme ça, on traque les FDLR et les RDF. Non, non. C'est retire du Si territoire. on peut traquer les FDLR, il n'y a que les FARDC qui peuvent le faire. Parce que nos amis du 1-23, ils ont presque de l'Est. Oui. Pourquoi ils n'ont pas traqué les FDLR? Pourquoi ils n'ont pas traqué les FDLR? Donc ceux qui peuvent traquer les FDLR, il n'y a que l'armée et les FARDC qui peuvent le faire. Pratiquement. C'est ce qui est pratique. Ils existent. Écoutez, le dernier rapport, madame, le dernier rapport il y a 2-3 ans, je crois, de l'ONU, ils avaient dit qu'ils étaient évalués à plus de 300 et qu'ils n'étaient plus nuisibles. 1500. Pardon? 1500. Bon, ils n'étaient plus nuisibles. Même 2000. Ils n'étaient plus nuisibles. En plus de ça, qui sont-ils FDLR? Ce ne sont pas les militaires rwandais des Interamwe. Non. Ce sont les enfants, ce sont les descendants. Ce sont les descendants. Et on dit quoi? On dit qu'ils ne sont plus nuisibles aujourd'hui. Ils n'ont plus assez de moyens pour faire la guerre, ils n'ont plus ceci, ils n'ont plus cela et tout ça. C'était le dernier rapport il y a 2 ans, je crois, si je me rappelle. Alors, aujourd'hui, quand le Rwanda part de FDLR, ne vous en faites pas, c'est un prétexte. Merci Joseph Kongolo. Ça fait partie de prétexte. Pour Eric Bisselo par rapport à cette question, parce qu'on sommes en train de t'atterrir. Vous avez 1 minute, Eric Bisselo. Oui, effectivement. J'aurais quelque chose de beaucoup plus important à dire. La stratégie de sciences politiques, l'ennemi unique, mon cher. Parmi, on a entendu. Il y en a beaucoup. L'ennemi unique, on a entendu Kagame. L'ennemi unique, on a entendu Makenga. L'ennemi unique, on a entendu Nanga. L'ennemi unique aujourd'hui chez Joseph Kabila. Non, je ne sais pas, il y a une schizophrénie, ou bien il y a une mauvaise conception du mot unique que vous ne savez pas cerner, ou bien c'est quoi la stratégie? Non, ce ne sont pas des chèvres. J'aime bien dire, nous ne sommes pas des chèvres. Ça, c'est juste beauté en touche. Mais je reviens juste. C'est étonnant, apparemment. Mais j'apprécie maintenant que l'intelligence rejoigne nos amis qui sont dans la majorité, quand ils nous rejoignent dans la réflexion sur les questions de la FDLR. Parce que quand vous avez signé ces accords, nous avions dit, mais comment vous avez pu suspendre le sort de la République démocratique du Congo à une condition hypothétique et une condition qui est interne à la République démocratique du Congo? Si la République démocratique du Congo décide de prendre des FDLR comme des réfugiés, et la communauté internationale fait son essentiel pour les préserver, c'est un droit international d'accepter des réfugiés. Mais en quoi le FDLR pouvait-il déstabiliser Paul Kagame au Rwanda? Comment pouvait-il dire que la sortie de crise nécessite nécessairement l'injonction de 2 armées pour traquer la FDLR qui se trouve effectivement en grande majorité du côté détenu par la FC23? Nous l'avons dit, vous avez dit non, ça va, c'est normal, c'est notre stratégie. Mais finalement, aujourd'hui, vous avez vu qu'en fait, vous perdez énormément de temps. Parce que vous parlez beaucoup, vous agissez avec colère et merci Eric Bisselo. Vous avez 30 secondes, s'il vous plaît. Mais c'est talent, c'est 2028, c'est juste 30 secondes pour atterrir. Donc, au lieu de sortir de la politique par la tête haute, vous voulez sortir par la tête basse en créant des ordres, un chaos monumental par le changement de la Constitution. 30 secondes, s'il vous plaît. Il y a évolution, c'est-à-dire que c'est une preuve de bonne foi que l'RDC est disposée à prendre la dynamique, soit-elle de neutraliser les éléments négatifs au régime du Rwanda. En passant, par rapport à la Constitution, moi je pense que la Constitution n'est pas une Bible ou figée. C'est-à-dire que les gens qui l'ont élaborée peuvent s'asseoir, se réunir et réfléchir pour l'amender ou apporter un addendum qui ce que le Congolais se retrouve. Parce qu'aujourd'hui, il faut que se le dise en face, le fondamental a un peu de limites. Il faudrait l'améliorer, l'amender, apporter un peu de tonus. Parce qu'aujourd'hui, madame, 30 secondes, on a eu le président aujourd'hui, avant un premier ministre, il faut au moins 2 mois, faire la navette à l'Assemblée, mettre en place une majorité présidentielle, et puis dénicher un premier ministre, la nommer, et puis aller à l'Assemblée pour défendre. C'est trop de temps, c'est un peu élastique. Il y a moyen de mélanger cela. Cela, ça fait qu'aujourd'hui, après la navette, l'Assemblée en dernier ressort. Donc c'est une chambre complémentaire qui joue un rôle très important. Donc il y a une sorte de questions comme ça à réfléchir. Donc les Congolais doivent s'asseoir sur une table, réfléchir ensemble comment voilà. Les Congolais... Merci Frédéric Chioyo. Qui répond nous sommes obligés. Du moment. Nous sommes obligés d'arrêter. Jean-Marie Kabila. Moi, je pense que quand on ne sait pas appliquer la Constitution, c'est comme ça, tout le monde parle du n'importe quoi. Puisque dans des pays sérieux, on peut élire un président, vous avez un gouvernement et après vous avez des élections. Merci à vous. C'est quand on ne sait pas
gérer la chose, c'est comme ça Merci à vous. L'émission est finie. Merci Eric Bissello. Merci Joseph Kongolo. Merci Freddy Chioyo. Merci madame. Merci Jean-Marie Kabila. Merci pour la constitution demain. Nous allons revenir, oui, pour la constitution. Voilà. Madame, monsieur, merci de nous avoir suivis. Merci à l'équipe technique, Bruno Nzinga. Merci à Doudou Montiri, le coach. Nous allons revenir sur la question de la constitution mercredi. Voilà, merci. Au revoir.